Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les contes du père Flo-Flo. Aujourd'hui on vous raconte l'histoire merveilleuse de Lockdown, un jeu donc de Nicolas Normandon illustré par Vincent Lefebvre. Le jeu est sorti en septembre chez nous. Ce jeu il a une histoire qui est chouette. Ouais, elle est chouette cette histoire. Lockdown, c'est le reboot d'un jeu qui s'appelle Zombie, la blonde, la brute et le truand, qui est sorti en 2005 chez Asmodée. Donc cette boîte elle est ici. Cette boîte elle a vieilli, cette boîte, enfin dans le sens où elle est usée, etc. Pourquoi elle est usée? Parce qu'elle a passé 1 an ou 2 dans le coffre de ma voiture, parce que j'y jouais tout le temps. Donc en 2005, je commence à jouer aux jeux de société. Je découvre en fait le jeu de société moderne chez des amis qui un soir me disent « Viens, on fait un colon de Catane ». Alors au début je me dis bof quoi, et en fait dans ma tête je me dis ça va être chiant de jouer à un jeu de société, j'ai pas envie, je suis plus un gosse. C'est vraiment ça que je me dis. J'étais un peu bête à l'époque. Qui a dit encore. Donc non mais ça arrive en fait, j'avais un jugement un peu hâtif en me disant que jouer de jeu de société ça allait être chiant, que j'avais pas trop envie de faire ça, mais bon. Donc gentiment j'accepte, et on m'explique les règles, finalement ça se passe bien, vu que c'est les premières règles que j'écoute depuis très longtemps, j'ai un peu de mal à suivre, mais je me dis on verra bien, on joue, c'est le kiff intégral, c'est super chouette je trouve de se retrouver au bord d'une table avec plein de gens, enfin autour d'une table avec plein de gens, de discuter, de papoter, de réfléchir et de jouer en même temps. Donc vraiment un gros kiff. Ensuite je décide de me dire faut que j'achète des jeux. Donc en 2005 je vais pousser la porte de la boutique Les Contrées du Jeu à Grenoble. Et là je découvre l'univers du jeu de société. Et quelques mois après, l'un des premiers jeux, donc j'ai acheté je crois 5 jeux en 2005. Et l'un des 5 jeux que j'ai acheté c'est Zombie, la blonde, la brute et le truand. Je sais pas si ça vous fait ça, mais au début, moi j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc l'idée c'était de me dire, faut pas que je me plante quand j'achète un jeu, faut que j'achète un jeu qui me plaise. Et donc je lisais beaucoup les avis, j'allais sur les blogs, sur les sites, etc. À l'époque, il y avait plein de blogs et de sites, il y avait les jeux de Rodi, il y avait les Cyberfab qui faisaient des comptes rendus de parties avec des photos. Il y avait également Ludo le gars, qui faisait où j'allais beaucoup sur son site. Je crois que son site est encore en place, hein, il me semble, mais à l'époque j'allais vraiment énormément sur son site. Il y avait Trick Track, bien sûr. Et donc, c'est sur le site de Cyberfab surtout où j'ai vu des parties de ce jeu avec des photos et des comptes rendus. Et j'ai longtemps hésité à le prendre et finalement un jour je me dis allez je craque, je l'achète. Donc là cette boîte elle est illustrée par la face avant est illustrée par Alexis Brisclot qui a depuis travaillé avec Marvel, le MCU, c'est lui qui fait les caractère design je crois de Captain Marvel et d'autres. Également on a Benjamin Carré à l'illustration. Je crois que Benjamin Carré fait, sans vouloir me tromper, sans vouloir dire de bêtises, fait l'intérieur de la boîte alors que Benjamin Brisclot a fait la couverture. Donc sort ce jeu, et ce jeu donc en fait dès que j'ai découvert ce jeu, j'étais en fac de médecine en 2e année et il a fait que tourner. Donc il était dans mon coffre, dès qu'il y avait un prof qui était pas là, dès qu'on avait une pause on le sortait, même dans l'amphi et on y jouait et on passait de super moments ensemble. C'était vraiment chouette. Donc je vais vous montrer un peu le matériel qu'il y avait dans ce zombie là. Moi j'adore, alors déjà j'adore la couverture, j'adore le travail qu'a fait Alexis Brisclot sur ce jeu, c'est fabuleux. Je m'étais fait une petite feuille d'aide de jeu pour me rappeler un petit peu l'ordre d'apparition des zombies, etc. Donc les règles qui sont là, hop. Elles sont assez courtes, je trouve qu'il manquait un petit peu de choses, il manquait des timings de jeu, etc. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans Lockdown, les timings, on a défini des timings différents, je vous expliquerai après. Donc voilà, un plateau de jeu, ce plateau de jeu qui représentait donc le centre commercial. À l'époque il y avait des petits zombies en plastique dedans, et la boîte pour jeter les dés qui est toujours là, hein, qui existe encore. Hop. Allez. On avait 6 dés. 6d6 parce que à l'époque il pouvait y avoir que 4 zombies par tour il me semble, alors que nous on peut en avoir jusqu'à 6. Les lieux fermés c'était des plaques qu'on collait sur les lieux sur le plateau. Vous aviez les cartes qui étaient des cartes carrées, fond noir, et puis les cartes avec le nom dessus, menace, sprint, matériel. Donc pour faire un peu la différence, bon on verra après, mais donc menace, sprint, matériel, vous avez encore les caméras de sécurité, vous avez aussi les tronçonneuses, le revolver, etc., la cachette. Et vous aviez ça pour voter en fait. C'était des trucs à tourner comme ça, qui permettaient de savoir où on allait sur les lieux et pour qui on votait en fait. Vous en aviez 6. Et vous aviez des petits pions en bois. Donc les petits pions en bois, ils étaient beaucoup plus petits que ceux qu'on a dans Lockdown, vous verrez. Et donc voilà, avec
alors c'était la blonde, la brute et le truand. Donc la blonde, c'était un jeu donc, sorti en 2005, hein, et donc voilà, donc du sexisme. Donc la blonde vaut 7 points, mais elle hurle tout le temps, enfin elle fait du bruit, donc elle attire les zombies. Vous aviez le truand il fait 3 points de victoire s'il gagne la partie, enfin s'il survit à la partie, et il a deux voix pour les votes parce qu'il a un flingue et qui menace les gens. Vous aviez également la brute qui vous rapportait 5 points de victoire si elle survivait et qui permettait de retenir les monstres en dehors. Il y avait également, quand on jouait à 3, le concept d'une petite fille qui était avec nous. Ouais, c'est ça, qui valait un point de victoire et qui n'avait pas de pouvoir, qui était ici. Donc voilà. Vous voyez, les pions sont petits, et vous aviez le badge du chef de la sécurité qui était ici. Donc voilà, donc là vous avez vu un peu le matériel de ce premier jeu, c'était vraiment top, on a vraiment kiffé, on a fait, j'ai peut-être fait une cinquantaine ou soixantaine de parties, c'était vraiment c'était vraiment kiffant. Et donc, en 2012, sort une nouvelle variante de jeu chez Repoprod qui s'appelle City of Horror. J'ai beaucoup moins joué à City of Horror, parce que en fait, il faut voir un jeu c'est une proposition. La mécanique et le thème apporté souvent la mécanique en tout cas apportée par un auteur ou une autrice, et un éditeur qui va faire une proposition en accord avec l'auteur et l'autrice et les illustrateurs et illustratrices. Donc là, cette proposition, elle est sur un thème zombie, et le matériel, ben voilà, il est très chouette. À l'époque, c'était vraiment fou, on était hyper contents d'avoir ça. Ensuite, donc, City of Horror sort chez Repoprod, et c'est une nouvelle proposition du jeu. On garde le concept de trahison et de vote, mais pour moi, il est un peu plus dilué parce qu'on a plein de choses qui arrivent. Il y a des tours qui peuvent se détruire, à la fin on survit si on a une seringue d'antidote, des choses comme ça. Il y a plein de personnages différents, mais comme il y a plein de personnages différents, il y a plein de pouvoirs différents. Donc ça fait beaucoup de règles à... Déjà que les règles, je trouve, de zombies sont pas très simples, parce qu'en fait, il y a plein de questions de timing, et voilà. Alors là, si vous rajoutez plein de personnages, enfin, voilà, moi j'ai moins aimé cette proposition. Nicolas Normandon, si vous regardez l'interview dans le magazine, décrit ça très très bien. Donc il a fait son zombie, qu'il considère comme un alien, et comme le premier alien, et City of Horror, c'est Alien 2, c'est Aliens. Dans l'idée où c'est tout plus gros, tout plus. Donc ça a plu à de nombreux joueurs et joueuses, et je suis complètement conscient que le jeu était très bien. Mais pour moi, c'était moins mon kiff, parce que j'avais vraiment adoré le côté épuré du premier. Il y a peu de règles, mais à chaque tour, des choix cruciaux, et on sait que tout nous mène vers la mort. Donc nous, dans notre proposition, Lockdown sorti en 2012. Pouah, Lockdown sorti en 2022. 2022. On est reparti sur la base du premier zombie. Pour le retravailler, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a rajouté et les différences avec ce jeu de base. Voilà. Et donc nous, on vous propose Lockdown en 2022. Première chose au niveau du thème, on a essayé de vous laisser une plus grande part à l'imagination. On n'est pas rentré dans un truc de zombie forcément. Il y a des monstres, il y a quelque chose qui arrive et qui mange des gens. Et donc ça vous force à vous réunir donc avec votre famille dans un centre commercial. On est parti sur une famille. Pourquoi sur une famille? Pour en fait essayer de vous attacher émotionnellement, par empathie un peu. Je pense que dans notre génération, on n'a jamais été aussi proche de ce qu'on voit dans les films catastrophes, post-apo. Et en fait, le fait de créer une famille et de devoir gérer sa famille, ça permettait de encore plus vous imprégner émotionnellement dans le jeu, en fait, de vous intégrer émotionnellement dans le jeu. Certains joueurs ou joueuses, ça marche pas, on s'en fout, ils rentrent pas dans le truc, ils voient ça comme des personnages et comme des pions, et ils vont les sacrifier comme ils veulent. Très bien. D'autres chez qui ça va marcher, et donc ils vont avoir ce petit moment de frisson de se dire « Ah non, mais je veux pas que mon personnage là, il meure, etc. » Donc voilà l'idée, pourquoi le concept, pourquoi ce thème. Allez, on va l'ouvrir. Donc on a retravaillé un peu au niveau matériel. On voulait pas un plateau de jeu parce que le plateau de jeu ça vous fixe à jouer d'une certaine façon. On préférait des modules comme un peu on voit dans Nidavellir. Donc c'est pour ça que maintenant, excite le plateau, on a des tuiles. Donc tuiles pour les lieux. On retrouve les lieux, les concepts des lieux qu'on avait dans Zombie. Mais voilà, sauf que c'est présenté en plateau, en tuiles quoi. Il y avait une chose aussi, c'est que sur le premier zombie, le lieu 5 était un peu particulier. C'était le centre commercial, c'était le supermarché du centre commercial, et il permettait d'avoir plein de joueurs, mais à partir d'un certain seuil, ils ne pouvaient plus défendre le lieu.
c'était bien, c'était rigolo comme idée, mais c'est très compliqué à mettre en place, dans le sens où il y a plein de gens qui oubliaient, qui zappaient, qui se rappelaient plus comment ça fonctionnait, et je me rappelle qu'il y a plein de parties où on se demandait à chaque fois, quand ça faisait un mois ou deux qu'on n'avait pas joué, attends, comment il marche déjà le supermarché dans le centre commercial? Donc là en fait on a enlevé ça, on a juste mis que c'est une place où il y a le plus de personnages, on peut avoir 5 personnages dessus, et ils peuvent défendre bien sûr correctement. On a gardé le concept du lieu 6 qui permet de choper des cartes objets, on a rajouté ce qu'on appelle la chambre froide qui n'était pas là, qui permet de, quand des personnages meurent, plus les personnages meurent, plus le jeu devient compliqué. Ça permet de mettre une pression constante. Parce que c'est, à force de jouer, moi je savais que dans Zombie, des fois il y a des parties un peu trop plan-plan, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui étaient un peu trop, où il se passait pas grand-chose, et ça durait un poil longtemps, ça. On pouvait jouer jusqu'à 1h30. À Zombie, la blonde, la boucle et le truand. Même si c'est marqué 1 heure sur la boîte, ça m'est arrivé de faire des parties un peu longues. Là, dans Lockdown, on voulait qu'en 45 minutes, 1 heure, ce soit fait. C'est-à-dire que vous avez beau parler, vous avez beau, etc., comme il va y avoir des morts régulièrement, et qu'au bout d'un moment, vous avez beau essayer, même si vous vous aidez beaucoup, à un moment, le couperet il tombe, et vous mourrez, et il y a des morts, et du coup ça crée la dissension, et la dissension crée le chaos, et le chaos crée plus de morts, et donc vous allez forcément vers la fin de la partie. Et le but était qu'on montre que la fin de la partie est inéluctable, et pas qu'on soit à certains moments en disant « Ah bah ça va en fait, ça va, tout se passe bien ». Autre chose sur laquelle on a travaillé, c'était les pions. Les pions du premier zombie étaient un peu petits, et donc ne permettaient pas de voir bien ce qui se passait quand on était à l'autre bout de la table. Donc on est parti sur des pions plus gros, d'accord, qui permettent de voir un peu tout ça et de voir mieux où on en est, avec une belle couleur sur le côté, etc. Bref. On s'est inspiré clairement de ce qu'ils avaient fait en essayant de monter la visibilité et l'ergonomie. On est parti aussi sur un concept de se dire, bon bah maintenant il y a des téléphones portables qui sont vraiment ici les smartphones, etc. Donc chacun a sa petite tablette, son petit téléphone portable avec une photo de sa famille quand tout allait bien, quand ils étaient heureux. Et donc là pareil, le but c'est de vous lier émotionnellement avec votre famille et avec ce qui va se passer dans le jeu, et que vous n'ayez pas envie de les supprimer n'importe comment, parce que il y a un lien qui se crée. Donc encore une fois, ça marche avec certains, ça marche pas avec d'autres. Si vous n'êtes pas lié émotionnellement, ça vous crée pas de lien émotionnel, c'est pas grave, le jeu fonctionne très bien. Mais si vous êtes lié émotionnellement avec ce qui se passe et que vous arrivez à vous projeter dans la partie et dans votre famille et dans le fait qu'il faut qu'elle survive et que vous pouvez pas vous permettre de perdre un enfant ou un membre de la famille, ben, vous vivez encore plus intensément les choses. On a viré les zones, les petites molettes, les petites molettes de choix là. Pourquoi? D'un, c'est du matériel en plus. Et de deux, on s'est rendu compte dans les parties, que je faisais, c'est qu'il y avait beaucoup d'erreurs. En fait, on savait jamais vu qu'en fait il y a double choix ici, c'est on marquait la zone où on voulait aller et on marquait les personnages contre qui ou pour qui on votait. Et ben il y avait de la confusion. Il y avait beaucoup d'erreurs sur ah mais attends, j'ai voté pour rouge, bah non, mais du coup c'est lui qui meurt. Ah mais non, en fait je voulais qu'il se sauve, bah oui, mais il fallait pas voter pour rouge dans ce cas-là. Enfin bref, il y a pas mal de confusion dans les votes, et il y a pas mal de confusion également sur le choix des lieux. Donc là on est parti sur quelque chose de beaucoup plus simple. Quand vous devez choisir le lieu où vous allez vous déplacer, vous avez une carte plan, et vous avez un petit marqueur en bois qui va entourer la zone où vous allez aller, tout simplement. Et l'autre chose, c'est que pour les votes, savoir qui gagne et qui meurt, on vote avec le doigt. 1, 2, 3, on pointe du doigt. Il y a le doigt un peu accusateur, c'est beaucoup plus... intuitif de jouer comme ça, on a trouvé, et les tests nous ont donné raison, donc on a gardé ça. Pour les monstres, donc des monstres un peu, l'idée c'était de faire en fait comme si on voyait à travers les vitres et que la ville était en feu, etc. Donc on voit un univers jaunâtre à travers les vitres, jaunâtre, cendré, et on voit ces espèces de monstres qui s'agglutinent contre les fenêtres. Et on sait pas trop ce que c'est en fait, on voit des espèces de formes bizarres et on sait qu'ils vont nous bouffer s'ils rentrent. Donc voilà, pourquoi en forme de flèche? Pour faire un petit côté un peu plus agressif et surtout pour que ça matche bien correctement avec le plateau. Et l'idée c'était de faire une sorte, donc les monstres se mettent toujours de gauche à droite pour faire comme une sorte de niveau de danger. Donc là, voilà, plus les monstres vont se stacker, plus on voit le niveau qui progresse le long de la tuile, pour aller jusqu'au 6, jusqu'à la dernier niveau, et si on reste tout rempli jusqu'au dernier niveau à la fin d'un tour, le lieu se ferme, et du coup ça nous limite encore nos salles et nos zones dans le supermarché. Et donc l'idée d'avoir des tuiles, c'était cool, c'est que ça peut faire des recto verso, donc la tuile ouverte, la tuile fermée, et tout envoie au 6 après. Donc quelque chose de plus visuel, de plus ergonomique. Comme les règles sur le timing des cartes est très importante, l'idée c'était d'avoir que le jeu, dans sa création et dans son matériel, vous guide dans les règles facilement en fait. Que du coup vous n'ayez pas des choses à vous poser comme question, parce que tout est... Le matériel vous guide dans les règles et vous avez juste à vous poser des questions sur votre jeu et sur ce que vous allez faire avec vos cartes. Donc là maintenant ce qu'on avait mis en plus qui n'existait pas dans le premier zombie, donc là il y a toujours le marqueur chef de sécu qui permet de voir où arrivent les monstres et de guider les autres joueurs
ou pas, il peut aussi les trahir, c'est le but aussi du jeu. Maintenant il y a le pion martyr. Le pion martyr, ça permet de vous dire, dès que vous perdez un personnage, vous allez pouvoir vous venger derrière. Donc avant il y avait des parties où on pouvait s'acharner sur des gens, ça arrive toujours sur Lockdown, parce que c'est rigolo de le faire, mais ça arrive un peu moins parce que c'est vrai que vous s'acharnez sur quelqu'un, il va avoir le pion martyr, il va casser les égalités. Et comme les égalités arrivent souvent, assez souvent, ça permet de se dire non mais là je vais arrêter de voter pour lui parce que sinon la prochaine fois il me bune quoi. Dans le premier zombie, les votes étaient définis, en fait s'il y avait une égalité dans un lieu, tout le monde, on faisait un nouveau vote avec tout le monde, même ceux qui n'étaient pas dans le lieu. Ça avait des avantages mais ça avait aussi des défauts, et le défaut c'était que ça augmentait la durée de partie, ça augmentait les discussions, ça repartait sur un nouveau vote, ça pouvait être un peu long quoi. Là l'idée c'est, on fait un vote, il y a égalité, le martyr il tranche. Cash expéditif. Et en fait il tranche, mais donc il tue la personne à qui il va donner le prochain martyr, parce que quand quelqu'un perd un personnage, il prend le martyr. Donc il y a aussi ce côté de réflexion à avoir. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là maintenant, comme je vous dis, les dés, c'est seul. Donc la boîte de monstres, elle est un peu plus grande, un peu plus grosse, c'est celle-là. Et les dés, on en a là. Donc on en a 2 sur la chambre froide qui sont débloqués quand il y a des morts, et 4 pour la partie. Pareil, on s'est dit en fait qu'on allait mettre des dés imprimés avec les chiffres. Pourquoi? Parce que comme il y a les chiffres sur les tuiles, c'était beaucoup facile de se dire ok, on a le 1, ça va sur le 1, le D1 va sur le monstre 1. Si on avait mis des points, effectivement vous savez très bien lire des points et vous dire qu'il y a un point, ça va sur le 1, mais pareil, votre cerveau il a une gymnastique à faire de se dire ok, alors le 1 point correspond au 1 chiffre. Ça se fait, il n'y a pas de souci, mais dans un jeu vous avez déjà des règles, où vous faites votre première partie, plus on vous mâche le travail, mieux c'est. Parce que pareil, le 6, voilà, bref, transmettre, votre cerveau doit interpréter les points en chiffres, et ça c'est une chose, si on peut la virer, on la vire. Donc voilà, là on l'a viré. Pour les objets, alors, avant ce qui tuait, c'était la tronçonneuse qui tuait deux zombies, et la batte et la hache qui tuait aussi. En fait, il y avait revolver qui tuait un zombie, la hache qui tuait un zombie, la tronçonneuse qui tuait 2 zombies, la batte qui tuait un zombie également, les grenades qui tuaient 2 zombies. En fait, il y avait plein d'armes différentes qui, au final, faisaient le même effet. Encore une fois, nous on se dit, il faut mieux simplifier les choses, et on a tout résumé sur la batte tue un monstre, la tronçonneuse tue 2 monstres. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Et vous n'avez pas à chaque fois à préciser que plusieurs objets peuvent tuer 2 monstres, etc. Ensuite, on avait mis le flingue. Le flingue, pour nous, c'est la menace. On ne sait pas s'il est chargé ou pas, ce flingue. Mais quand vous avez un flingue, forcément, vous avez plus de voix dans une discussion. D'accord? Et donc, ça représente la menace, le flingue, la menace. Encore une fois, nous, ce qu'on a ajouté, c'est sur la carte, les endroits, les moments où vont se jouer, dans quelle phase vous pouvez jouer l'arme ou l'objet, et son effet, alors que sur la première version, il n'y avait que le nom de la carte en Polaroid, qui était un effet très cool à faire. Donc l'effet était très chouette, mais on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'informations sur les cartes pour nous permettre de les jouer au mieux. Et ça faisait beaucoup de... Les gens posaient beaucoup de questions au début de la partie en disant qu'est-ce qui se passe, comment je le joue, qu'est-ce que je fais. Donc la cachette est devenue la viande avariée, pour coller un peu aux thématiques de la pop culture, de se foutre de la viande pourrie sur nous pour éviter de se faire manger par des monstres. Ça a été les Walking Dead qui l'ont fait, des choses comme ça. Une nouvelle, ça c'est quelque chose qui n'existait pas dans le jeu de base, c'est la canette qui permet de déplacer un monstre. Donc nous on a mis un petit clin d'œil pour Super Cats, et l'idée c'était d'être méchant en fait, tu déplaces un monstre sur un lieu, et donc ça crée une attaque possiblement, et c'est toujours un peu embêtant. Le sprint est devenu la canette énergétique. L'idée c'était de réunir tout en objets qu'on va chercher dans le camion. Ce qui était bizarre dans le premier, c'est que vous alliez dans le parking pour récupérer des objets utiles, mais vous vous retrouviez avec des cartes sprint, cachette, menace et des objets pour tuer. En fait, il y avait une dissonance entre des objets et des actions qu'on récupérait par carte. C'était bizarre de faire ça. Du coup, nous, on a tout mis en objet pour simplifier les choses. Et nous aussi, on a travaillé là-dessus parce qu'en fait, le sprint, il y avait toujours du mal à jouer. Les gens jouaient toujours mal en disant quand est-ce que je joue, où est-ce que je peux jouer. Là, vous avez la phase de déplacement des personnages. Vous pouvez jouer cette carte à n'importe quel moment dans la phase de déplacement des personnages. Voilà. Après, une fois que la phase est finie, vous ne jouez plus. On a ajouté une seule carte de ce type, c'est la carte cocktail molotov qui permet de tuer tous les monstres autour d'un lieu et de faire un petit côté one shot un peu sympa. L'idée c'est de montrer qu'on peut être bourrin un peu. C'est toujours plaisant de faire ça. La carte caméra de sécurité est devenue la carte Tokiwaki. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit que dans un monde où tout est pété, on n'a pas forcément accès au réseau internet, au Bluetooth, etc. Donc on ne peut pas checker sur notre portable les caméras de sécurité ou les relier. Donc l'idée c'est de se dire, qu'est-ce qui peut fonctionner dans un monde en ruine? Les Tokiwaki. On arrive avec des ondes courtes à toujours arriver à communiquer. Donc dans le camion éventré, vous arrivez à trouver des vieux Tokiwaki, ou des Tokiwaki, voilà, et vous arrivez à communiquer avec. Donc en fait le chef de la sécurité il a un Tokiwaki, tout le monde est équipé de Tokiwaki, et quand on joue la carte,
on les active, on demande au chef de sécurité, dis-moi où les monstres arrivent, et vous pouvez regarder sous la boîte, comme lui, pour checker où ça arrive. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et on a un truc qui est arrivé, c'est les clés du camion. Quand Zombie est sorti, ils avaient fait 3 cartes promotionnelles qui étaient vraiment chouettes, dont les clés du camion, ou je sais plus quoi, peut-être pas les clés du camion. Enfin, il y avait une carte promotionnelle qui disait qu'elle rajoutait 1 point de victoire à la fin si on la gardait jusqu'à la fin. Et cette carte était très cool parce que comme les points de victoire sont fixés par les personnages, donc 3, 5 et 7, il peut arriver qu'il y ait des égalités. Et donc les clés du camion tranchent souvent ces égalités et c'est vraiment chouette de se dire « Ah, on est égalité, mais moi j'ai les clés, j'ai gagné ». Et donc c'était un sentiment vraiment chouette de pouvoir faire ça. Donc ça on l'a rajouté. Donc voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes et vous savez pourquoi on les a faites maintenant. Et une chose qu'on a enlevée qui existait avant, c'était le matériel. Le matériel, ça permet de faire une barricade, c'est-à-dire que vous aviez toujours le concept de chaque personnage à X force, enfin à 1 de force pour retenir les monstres à l'extérieur, et on pouvait jouer du matériel pour augmenter cette force et retenir les monstres à l'extérieur. Le problème de ça, c'est que c'était très chouette comme idée, mais ça ralentissait les parties. Notre but, nous, c'était que ça meure. Donc on l'a viré pour que le rythme soit tout le temps ok. On peut pas retenir, ça attaque. On peut retenir, c'est bon. Mais il n'y a pas de attends finalement je joue ça et tout. Non, c'est soit on les bute, soit ils rentrent et ils nous bouffent. On est vraiment dans l'action permanente. Et dernière chose, dans ce lockdown, on a développé des épilogues. Donc c'est des cartes que vous allez débloquer à la fin de vos parties en regardant ce qui s'est passé. Donc vous avez un tableau qui vous dit qu'est-ce qui s'est passé durant votre partie. Est-ce que tous les enfants sont morts? Est-ce que tous les bloqueurs sont vivants? Est-ce que deux personnes ont perdu tout leur personnage, etc. Dans ce cas-là, ça vous donne un numéro, un chiffre. Vous allez regarder ce chiffre et ça vous donne une fin. Cette fin, en fait, c'est une fin donc, qui conclut de façon ouverte l'épisode et qui est écrite par Richard Normandon, qui est écrivain et qui est le frère de Nicolas Normandon. Donc on est vraiment très content de ce qu'il a fait. Il a vraiment habillé l'univers. Tous les textes sont de lui. C'est vraiment chouette. C'est vraiment mieux écrit que quand c'est nous, forcément. Hein. Non mais c'était fou. Nous, on avait commencé à écrire des choses avec Nico et en fait, quand son frère a pris le relais, mais c'était tellement fou, quoi. On était amoureux. Et en fait, le truc hyper important, la fin, c'est chouette, ça vous raconte un truc. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a débloqué derrière un pouvoir. Donc vous avez 21 fins différentes. La 21e est une fin générique si vous n'avez rien débloqué. C'est très rare, mais ça peut arriver. Les 20 autres fins vous débloquent un effet spécial qui va vous modifier la partie d'après. Et c'est ça aussi l'idée, c'est que, ok, vous vous êtes tiré la bourre pendant 45 minutes, 1 heure et vous vous êtes pourri la vie, mais derrière vous avez un nouveau pouvoir qui arrive et qui vous dit « Oh, ça va être tellement bien de pouvoir jouer avec celui-là ». C'est ce qu'on a essayé de créer et c'est ce qu'on est arrivé à faire, je pense. C'est-à-dire que chaque pouvoir vous dit « Ah, mais si on joue comme ça, la partie elle est vraiment très différente. » Ouais, et ben on teste. Du coup, vous allez avoir des parties beaucoup plus courtes, beaucoup plus violentes, au contraire, beaucoup plus safe, mais c'est l'intérêt en fait, c'est vraiment de vous dire « Ok, on joue avec quelque chose, une variante alternative. C'est juste une petite modification, mais qui des fois change beaucoup de choses. » Donc je vous laisse vraiment les découvrir. Vous n'êtes pas obligé de les débloquer si vous voulez faire plaisir, vous pouvez regarder vos épilogues, aller checker celui qui vous voulez, le game changer qui vous plaît, et le mettre en jeu. Faut pas les mixer par contre, parce que ça devient n'importe quoi si vous les mixez, il faut juste en utiliser un par partie. Mais franchement, faites-vous plaisir, ça va vous plaire, ça va vous plaire. Donc c'était tout pour cet petit épisode d'histoire de Lockdown. J'espère que ça vous a plu. Je remercie, moi franchement en tant que joueur, je remercie Asmodée d'avoir édité ce jeu. Je remercie Ropoprod d'avoir édité City of Horror. Et je remercie Nicolas Normandon de m'avoir permis, en tant que fan du jeu, de pouvoir retravailler sur ce jeu avec lui. C'était un honneur. Et merci également à Vincent Lefebvre pour le travail qu'il a fait. C'est vraiment chouette. Donc voilà, donc vraiment très content. L'équipe Guru Games a été au top. J'espère que le jeu vous plaira. Il vous plaît déjà, on le voit, il y a de beaux retours. Je range mon petit bazar, je vous laisse. Prenez soin de vous et trahissez bien vos amis. Bisous.